C'est notre toute nouvelle guerre de religion, le Covid. Une guerre de foi et plus du tout de raison entre deux camps qui détiennent chacun la vérité. Soit on est vac ou on est anti-vac, des boutons bêlants face à la science et au gouvernement ou au contraire des satans complotistes. Chaque camp a son credo, ses armes et ses incohérences. Et comme dans toute guerre, nous tous, vous, moi, ma voisine, on doit choisir notre camp. Pas de place pour les indécis, si t'es pas avec nous, t'es contre nous, forcément. Plus d'espace non plus pour la critique et le doute raisonnable. Bienvenue en l'an 2 de la sainte ère Covid. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Le Covid nous a-t-il rendus tous fous ou complètement cons? Et y a-t-il une chance que nous en revenions? C'est ce dont on va débattre ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission, et comme toujours, la chronique humour déconnante ou pas d'Alexandre Kominac. Bienvenue à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités autour de cette table. Aujourd'hui, Raphaël Enthoven, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement exprès depuis plaisir. Paris pour nous rejoindre. Raphaël Enthoven, vous êtes à peu près partout en France, à la télé, sur Arte, pour votre émission de grands entretiens philosophiques, dans les librairies aussi, avec votre première pièce de théâtre, L'École des Dames, sorte de nouvelle cuisine du grand Molière à la mode MeToo. Jamais en retard non plus d'une polémique, Raphaël Enthoven. Vous combattez en revanche les extrêmes. Vous nous expliquerez peut-être ce soir la différence entre les deux. Vous êtes d'ailleurs en train de lancer un nouvel hebdomadaire avec la journaliste Caroline Fourest sur ce thème des extrêmes. Et ça tombe bien pour ce dont on va débattre. Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Bilan et autrice prolixe. Vous vous apprêtez d'ailleurs à publier votre dernier essai sur la désinformation économique dans nos démocraties occidentales. Mirette, vous êtes une empêcheuse de penser en rond. C'est même devenu votre fonds de commerce intellectuel, pourrait-on dire. Jamais d'accord avec la majorité bien pensante ou presque. Et ça nous arrange. Bertrand Kieffer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors sur le papier, Bertrand Kieffer, vous symbolisez à vous tout seul l'establishment honni des complotistes. Vous êtes médecin, éthicien et vous dirigez la revue médicale suisse, entre autres publications. Mais vous êtes aussi beaucoup plus que cela. Bertrand, un homme qui sait penser large et haut et peut-être, qui sait, contre lui-même aussi, comme le dirait Régis Debray. Et Jacques Pillet, bonsoir. Jacques Pillet, grand timonier pendant des décennies des médias romans. C'est vous qui ouvriez des voies et guidiez la pensée de nombreux lecteurs à la tête de l'Hebdo puis du Nouveau Quotidien. Pas de retraite pour vous, Jacques Pillet. Vous continuez aujourd'hui encore à gratouiller nos esprits avec votre dernier média digital, le bien nommé Bon pour la tête. Merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Et Raphaël Enthoven, je commence par vous. Est-ce que vous vous sentez aussi, dans ce climat Covid, devenir un peu con? Moi, devenir un peu con? Je ne sais pas. En tout cas, souvent, moi, j'ai l'impression... On est tous menacés par la connerie, on est tous menacés par la conviction. La connerie commence à l'instant où on cesse de douter. Et donc, effectivement, il y a assez peu de marge pour le doute, je dois dire, dans ce débat. Donc, c'est effectivement, le risque de la connerie est immédiat, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je vous entendais tout à l'heure parler d'une guerre de religion. Moi, je ne vois pas deux religions. Je ne vois pas deux religions. Je vois d'un côté un camp qui est celui de la rationalité et de l'autre côté un camp qui est, à mon avis, délirant. Donc, effectivement, alors, est-ce un signe de connerie chez moi? Peut-être. Peut-être. Je n'arrive pas à mettre sur le même plan les vax et les anti-vax. Alors justement, on va y venir. Justement, il y a effectivement les cons officiels, du moins considérés comme tels du côté plutôt pro-institution, on va dire ça, de la société. On les appelle les complotistes ou corona-sceptiques. On écoute les propos d'une de leurs figures de proue, là en Suisse, le docteur Astrid Stuckelberger, enregistré fin juillet lors d'une manif anti-mesures sanitaires devant l'ONU à Genève. Il y a ceux qui veulent absolument que vous soyez malade, que vous vous vaccinez et qu'on va faire une perpétuelle pandémie sur la base des variants alpha, bêta, delta. Normalement, on devrait être à epsilon d'après leur plan ce mois, donc ils ont du retard, donc c'est peut-être bon signe. Alors, petite réaction, Bertrand Kieffer, petite précision avant de passer à l'extrait suivant par rapport à votre consoeur.
Non, ce n'est pas une consoeur. Elle est docteur, mais pas docteur en médecine, docteur en sociologie. Hein. Il y a là encore une ambiguïté. Ma réaction, c'est aussi de dire ce que vient de dire Raphaël Enthoven, c'est il y a du doute toujours dans la science. C'est très important qu'il y ait du doute. C'est d'ailleurs toute l'épistémologie scientifique qui est là-dessus. Mais en l'occurrence, il n'y a pas tellement de doute sur des choses très simples et très élémentaires comme il y a une pandémie. C'est un virus extrêmement dangereux qui fait énormément de morts lorsqu'on le laisse à lui-même. Et aussi, le vaccin est vraiment quelque chose d'efficace, avec très peu d'effets secondaires qui existent, une efficacité qui n'est pas à 100%, etc. Mais sur ces choses-là, il y a peu de doute. Ça n'empêche pas qu'il y a du doute sur d'autres endroits, mais il y a quand même ce doute qu'il doit y avoir toujours au sein de la science, il est assez étroit actuellement, raisonnablement. Ça va être effectivement le thème de tout notre débat. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon quand même comment on communique, hein, la radicalisation malgré tout des deux côtés qu'on sent. On va juste écouter cet extrait parce qu'effectivement là on vient d'entendre une complotiste et là du côté des adversaires ça donne ça. Je crois fermement dans certaines idées du deuxième amendement, mais je pense que vous devez reconnaître comment cela se passe avec un sujet comme celui-ci. Vous ne pouvez pas vous promener en pointant une arme à feu sur le visage de quelqu'un, ce qui est le cas aujourd'hui lorsque les gens ne sont pas vaccinés. On a évidemment reconnu l'acteur hollywoodien Sean Penn dans une interview récente sur CNN. Justement, vous aviez commencé à le dire, Raphaël Enthoven, c'est quoi exactement la différence entre les deux extraits qu'on vient d'entendre ? C'est très intéressant. La première personne dont le nom m'échappe à l'instant, Astrid Stuckelberger. Astrid Stuckelberger, voilà, dit quelque chose de parfaitement indémontrable. Elle présume qu'il y a une intention maligne derrière la succession des pandémies et des variants, que tout ça n'arrive pas par hasard. Elle n'a aucun moyen de démontrer ce qu'elle dit, donc elle n'a aucun moyen d'être réfutée non plus. Ce qui n'est pas démontrable n'est pas réfutable. Ce que dit Sean Penn est très différent. Sean Penn parle du second amendement, enfin du deuxième amendement. Le deuxième amendement, c'est la liberté de se défendre soi-même. C'est une conception de la liberté qui est une conception très étrange, c'est-à-dire que c'est une représentation de la liberté qui justifie le port d'armes d'ailleurs, qui est la liberté du renard dans le poulailler. Or, ce que dit Sean Penn, c'est qu'on est moins libre dans un monde où il y a des renards et des poulaillers que dans un monde où la loi est la même pour tous. La liberté, en l'occurrence, est précisément de se vacciner parce que c'est une garantie de la liberté des autres. Un univers où chacun se promène sans vaccin est un monde où c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Ce qu'il dit n'est pas fou. Alors, la métaphore du pistolet braqué est une métaphore excessive, naturellement, parce que ce n'est pas la même chose. Quand vous serrez la main, si vous avez le Covid, de quelqu'un qui ne l'a pas, ce n'est pas comme si vous lui mettiez un pistolet sur la tempe, ça va moins vite. Néanmoins, ce qu'il dit sur le deuxième amendement est très important. Et c'est vraiment la question qu'on doit tous se poser. Où est-on le plus libre ? Est-on plus libre dans un monde où on peut se vacciner ou pas se vacciner, ou bien dans un monde où tout le monde est vacciné ? J'entendais en France Jean-Luc Mélenchon, il y a hier, pas plus tard qu'hier, dire « Nous sommes contre le pass sanitaire en France parce que nous sommes pour la liberté de chacun ». Mais voilà un insoumis, à la gauche de la gauche, en principe en tout cas, qui défend la liberté des libéraux les plus primitifs. Bon, c'est le cas de Mélenchon parce qu'il a besoin de gratter des voix, mais je trouve ça très intéressant, c'est un débat sur la liberté. Où est-on le plus libre ? Là où on est vacciné ou bien là où on fait ce qu'on veut ? Oui, mais c'est aussi un débat quand même, malgré tout, sur la façon dont on présente les choses. C'est vrai, vous avez raison. Parce qu'il y a quand même une outrance. Il y a de l'excès, il y a de l'outrance. Mais il y a de l'outrance. Mais c'est pas la même outrance, c'est ça que je veux dire. C'est que, bien sûr, c'est outrancier de comparer ça à un pistolet sur la tempe, bien sûr. Néanmoins, une réflexion, la réflexion de fond sur le deuxième amendement me paraît plus intéressante que le postulat d'un complot des autorités destiné à nous accabler de virus. Oui. Parce que là, c'est un acteur américain, vous allez me dire, hein, mais on a de nombreux exemples. Et encore récemment, pour la Suisse, il y a deux chefs de canton qui viennent de tenir des déclarations qui paraissent quand même extrêmement too much, hein, pour le coup, à Genève et à Zurich. L'une disant que voilà, les non-vaccinés devraient renoncer tout simplement à avoir des soins médicaux, et l'autre préconisant que les non-vaccinés doivent payer leurs frais. C'est certainement excessif, mais enfin, quand on pense que 8 personnes sur 10 en réa est non vaccinées, quand on y travaille, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit nous porter sur les nerfs. Mais cette outrance-là, elle est justifiée, selon vous, Mireille Zaki ? Alors, bien sûr que c'est une guerre de religion. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans les deux camps, il y a des fanatismes absolument choquants.
il y a des procédés de guerre intellectuelle, on dénigre, on mobe, on essaye de discréditer, on est dans la raillerie permanente de l'autre camp. Sean Penn a exprimé un point de vue, ce n'est rien de plus, tout comme Astrid Schückelberger a une opinion avec laquelle on peut être en désaccord, mais c'est une opinion, ce n'est pas elle n'a pas dit des faits, là on est dans le domaine de l'opinion, mais on considère que les opinions des autres sont simplement inacceptables et on les combat. Vous êtes d'accord ? Et l'opinion de Raphaël Enthoven est aussi une opinion. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Vous êtes d'accord qu'il y a quand même beaucoup de choses foldingues qui sont entendues. Ouais. Et on va interdire, du côté complotiste. Voilà, la question c'est la liberté aussi d'exprimer des choses que d'autres trouvent foldingues ou pas. Personne ne dénie ça. Aujourd'hui, on a des gens qui prétendent que les idées tuent quand même. On en est vraiment arrivé là, dans le courant du débat. Des gens comme Rudi Reichstad, il dit le complotisme tue. Il va dire ça sur tous les plateaux. Il a raison, c'est vrai. Concrètement, c'est ce qui se passe. Non, parce que ce qui tue vraiment, c'est la fin du débat, c'est l'arrêt du débat et des gens qui continuent de se radicaliser. Bien sûr, là-dessus, on est d'accord. Le virus. Donc il ne dit rien. Mais les discussions autour. Parce qu'il il y a beaucoup de choses qui tuent, hein. Il n'y a pas que le Covid, il y a beaucoup de Oui, mais il y a les discussions doivent avoir lieu. C'est bien gentil de mettre ça sur le compte des opinions, mais il y a le réel. C'est-à-dire le même problème avec le changement climatique. Il y a le réel qui est là, qu'on le veuille ou pas. Toutes les opinions ne se valent pas. La science, ça compte. Mais personne ne leur dénie le droit de s'exprimer. Alors, on est en train d'en arriver. Moi, j'aimerais juste dire encore. Mais à aucun moment. Alors, moi, je vais expliquer après ce que je vois sur les réseaux sociaux. J'aimerais quand même juste dire autour de la liberté. Effectivement, il y a des gens maintenant qui disent ceux qui ne sont pas vaccinés ne devraient pas avoir accès ou devraient payer leur accès à l'hôpital et tout. Mais c'est vrai qu'il y a. Moi, je suis 100% pour qu'on donne l'accès aux soins intensifs, oxygène et tout, à tout le monde. Voilà. Mais en même temps, c'est facile de dire moi, je suis libre, j'exprime mes opinions et tout. Et quand ça tourne mal, eh bien, on va à l'hôpital, aux soins intensifs, et c'est la communauté qui paye. Donc la solidarité, elle est là. Aussi des impôts. Elle est là. Et quand Raphaël Enthoven parle de rationalité, ceux qui disent ceux qui ne sont pas vaccinés doivent renoncer aux soins, ils ne sont pas dans la rationalité. Oui, non, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, est-ce que ce sont les bonnes armes, justement, pour combattre ce type de discours, que justement, de rentrer dans la surenchère? La science aussi, hein, d'une certaine manière, se radicalise, simplifie son discours. Non, il n'y a pas de science qui se radicalise. La science, quand vous dites que 2 et 2 font 4, vous n'êtes pas dans une position radicale. Quand vous dites que vacciner nous préserve contre la pandémie, vous n'êtes pas dans une position radicale. Non, mais quand vous présentez les choses comme étant des acquis et sans rentrer dans le fait qu'il y a un processus itératif, que la science avance aussi par on sait pas. Mais personne n'en doute. Mais personne n'en doute. Qu'est-ce que j'aimerais juste Oui, c'est vrai qu'on assiste quand même à un petit problème, c'est que on voit des scientifiques comme en face, il y a des anti-vax, par exemple, si on prend la question du vaccin, des anti-vax qui contestent les choses, qui lancent des slogans et d'autres choses de ce genre. On voit des scientifiques qui vont trop loin dans leurs affirmations. Et après, pour être en face, au fond, pour pas que la population soit désemparée, ils insistent trop sur certaines certitudes qui ne sont pas encore là ou des choses qui doivent être mieux établies. Exactement. Mais oui, c'est vrai, parce qu'il y a dans la rhétorique une espèce d'escalade où se font prendre certains scientifiques. Il n'empêche qu'on ne peut pas mettre les deux choses sur le même plan. Parce qu'encore une fois, maintenant, la civilisation est face à un vrai problème, à un vrai dilemme. On croit qu'il y a un réel ou on n'y croit pas qu'il y a un réel. Et encore une fois, c'est la même chose pour l'épuisement des ressources, pour la biodiversité, pour le changement climatique. Mais là, le virus, est-ce qu'il existe? Est-ce que des gens meurent? Est-ce que nos hôpitaux sont remplis actuellement, ils sont de nouveau avec plein de monde, des jeunes qui sont aux soins intensifs, qui sont en train de mourir. Certains se battent avec des Covid longs. Ça, c'est une réalité. Quand on est médecin, j'aime mieux vous dire que cette réalité-là, eh bien, ça vous fâche. Quand cette réalité s'ajoute, pour aller dans votre sens, la réalité de ceux qui disent qu'ils regrettent les alors qui étaient les leurs parce qu'ils arrivent à l'hôpital et ils s'aperçoivent de la... On se fâche parce qu'on aime aussi, on est aussi la parole de ces gens-là, dans ces cas-là. OK. Mais Jacques Pillet, justement, pourquoi le Covid? Alors, bien sûr, c'est une pandémie qui tue, mais il y a malgré tout des catastrophes. Vous avez cité le climat, Bertrand Kieffer, le climat, on voit l'urgence aussi. On a passé un été où il y a des catastrophes à peu près partout, et ça tue aussi, et ça rend pas aussi hystérique. Ah bon? Excusez-moi. Alors, moi, j'entends pas les gouvernements prendre des mesures urgentes, des mesures aussi urgentes que sur le Covid, et j'entends pas des gens monter au créneau tout un chacun, parce qu'on entend autour de soi, chacun est obligé de choisir son camp. Donc pourquoi est-ce que le Covid, selon vous, Jacques Pillet, rend à ce point la cinglée? Est-ce que c'est comme la fumée dans les schtroumpfs qui tout d'un coup nous saisit tous aux tripes, au cerveau? Bon, on assiste à un déferlement de passion, on vient de le dire, extrême. À quoi cela est dû? Je pense que cela est dû pour une part,
Et à la différence justement d'autres épidémies que nous avons pu subir et qui faisaient aussi des morts, peut-être pas à la même hauteur, mais ils faisaient des morts aussi, à des périodes encore relativement récentes. Les hôpitaux surchargés, il y en a eu aussi à d'autres époques, il y a quelques années. Mais si vous me permettez de m'exprimer un moment sans être interrompu, j'aimerais tout de même dire que le facteur clé, c'est bien sûr la peur. Et il faudrait qu'on s'arrête un tout petit moment sur cette notion de peur. Parce que la peur, c'est un sentiment tout à fait légitime et compréhensible lorsqu'on a peur, par exemple, de transmettre le virus à une personne chère, lorsqu'on a peur peut-être de l'attraper soi-même. Mais la peur individuelle, c'est une chose. Mais la peur collective, encouragée, organisée pendant des mois, avec un matraquage médiatique inouï, où non seulement on fait peur avec la situation actuelle, mais dès qu'évidemment il y a un petit peu moins de morts et moins d'hospitalisations, alors là, on se met à nous dire « oui, mais attention, il y aura la 3e vague, il y aura la 4e vague ». Et ce discours de la peur répandue partout finit par nous égarer. Moi, je vais simplement peut-être marcher très brièvement. J'aimerais juste vous entendre, j'aimerais juste terminer. Juste le matraquage médiatique dont vous venez de parler, Jacques Pillet, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus ? D'abord, ce matraquage, il a été à la base, d'ailleurs d'une façon tout à fait peut-être justifiée et explicable au début de la pandémie par l'autorité elle-même qui voulait alarmer la population sur la gravité de ce qui se passait. Puis ensuite, il y a eu un effet de spirale. Et puis on a assisté du côté des grands médias à la reprise simplement de ce discours pendant des mois. Finalement, dans les journaux télévisés, à la radio, on ne faisait que répercuter la parole de l'OFSP et du Conseil fédéral. Il n'y avait pas d'autres éclairages. Je ne parle pas d'éclairage complotiste, je ne demande pas que Mme Astrid Soucol-Berger ait accès tous les soirs au TJ, mais il y a aussi chez les scientifiques parfois des nuances dans l'appréciation de la situation. Donc on a eu une sorte d'engrenage de la peur. Et là, moi, j'aimerais juste marcher un tout petit peu sur les plates-bandes prestigieuses et autorisées de M. Enthoven et renvoyer... Moins que les vôtres, camarades. Vous êtes là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Eh bien, j'aimerais juste terminer avec ce mot que je trouve quand même extraordinaire de Montaigne, qui disait « Je ne suis pas bon naturaliste », qu'ils disent. « Elle ne sait guère par quel ressort la peur agit en nous. Mais tant il y a que c'est une étrange passion. » Et, disent les médecins, qu'il n'en est aucune qui emporte plus notre jugement hors de sa due assiette. J'aime beaucoup ce passage. Ah, Montaigne parle bien des assiettes. Je peux dire 3 remarques très rapides. D'abord, qu'aurait-on dit s'il n'y avait pas eu le matraquage en question ? S'il y avait eu des millions de morts sans que l'État s'en émeuve, sans que soudain des dispositions drastiques n'interviennent. Qu'aurait-on dit des gouvernements qui auraient laissé ça ? On peut leur reprocher d'en avoir fait trop, on peut leur reprocher un excès, on peut leur reprocher même un gouvernement des scientifiques, on peut reprocher aux politiques d'écouter trop la parole des scientifiques, tous ces débats sont nécessaires. Mais qu'aurait-on dit s'ils en avaient fait moins ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on parle de rationalité. Mais par exemple, il y a des gens qui sont anti-vax et qui expliquent qu'on n'a pas assez de recul avec le vaccin. Et qui disent rationnellement, pondérément, rationnellement, non, nous n'avons pas encore assez de recul, j'attends de voir. C'était les mêmes qui, au moment de l'hydroxychloroquine, disaient « N'attendons pas d'autres tests que les tests bidons que nous présentait le docteur Raoult, n'attendons pas d'autres tests, distribuons-la indifféremment. » C'est-à-dire qu'il y avait là 2 discours, c'est les mêmes, qui disaient, Nicolas Dupont-Aignan en France est le meilleur exemple pour ça, le même qui disait « On est en train de tuer des gens parce qu'on refuse d'hyper-prescrire l'hydroxychloroquine », dit « On est en train de tuer des gens parce qu'on vaccine à tour de bras ». Et le dernier point, qui est le plus important, c'est sur la question de la peur. Il y a un philosophe, pardon, je prêche pour ma paroisse, mais enfin bon, Hans Jonas, qui dans le principe responsabilité dans les années 50 parle notamment du climat. Il parle du climat, développe ce qu'il appelle une heuristique de la peur. Et il dit en matière climatique, il faut agir de telle sorte que mon comportement ne compromette pas la possibilité de l'humanité après moi. Et il développe une heuristique de la peur. Et il dit qu'il y a des vertus à la peur quand cette peur se donne un objet, c'est-à-dire que la représentation de ce qui arriverait en matière climatique, si nous ne faisions pas ce que nous devons faire, est utile à la collectivité, non que ce soit une politique de la peur, mais c'est une heuristique de la peur. Il faut avoir peur des conséquences de nos actes quand précisément la situation l'impose et quand l'urgence est là. Voilà. J'aimerais répondre au plaidoyer bien sélectif de M. Enthoven. Ce n'est pas un plaidoyer, c'était 3 remarques.
Donc, en commençant par dire que le remdesivir, le traitement phare de Gilead, a été approuvé à une vitesse record et sans beaucoup de recul. C'est le médecin qui va parler peut-être. Voilà, et que l'hydroxychloroquine a été bien sûr rejetée. Donc pour ce qui est d'approuver sans recul, n'a pas d'efficacité. Je veux dire, voilà, maintenant, il faut l'affirmer clair et non, je parle du remdesivir, dont l'efficacité n'a jamais pu être démontrée et qui a été approuvé à une vitesse record par les autorités américaines d'abord, la FDA, et ensuite acheté avant même la fin de l'étude Discovery par l'Union européenne. Donc voilà, quand on peut évoquer des exemples, alors il faut être plus complet. J'aimerais l'idée ce soir juste de ne pas forcément faire alors on ne va pas revenir sur un débat sanitaire. On n'a pas quelque chose de l'ordre de la magouille. Je parle juste des faits, c'est tout à fait. Alors Bertrand Kiefer, il faut qu'on s'écoute un tout petit peu. Effectivement, l'idée c'est de savoir... Monsieur Kiefer a dit que peut-être il y avait eu de choses de l'ordre de la magouille. Et voilà, alors ne soyons pas sélectifs. Deuxième chose, je reviens aussi sur une remarque très juste de Bertrand Kiefer. Certains scientifiques ne donnent pas la meilleure image d'objectivité en étant beaucoup trop affirmatifs sur des éléments que la science aurait peut-être encore un peu besoin de temps pour confirmer. Ce fait, je l'ai remarqué aussi avec des gens qui étudient par exemple le complotisme et qui ont des discussions très très longues sur les réseaux sociaux. On intervient dans ces débats et on a échangé avec l'un d'eux, universitaire spécialisé dans le complotisme, et au final on parlait de la théorie du marché versus la théorie du labo de Wuhan comme origine possible du virus. On en a débattu et au final, il a concédé que pour lui, il fallait soutenir une théorie comme celle du marché parce que si on avait donné une chance à la théorie du labo, ça donnerait de l'eau au moulin aux complotistes. Alors la peur dont parle Jacques Pillet, elle est aussi du côté des anticomplotistes. Ils ont une peur viscérale que des faits tout à fait prouvés, une fois qu'on les révèle au public, ça alimente le complotisme. Donc, quelle est leur conclusion? C'est qu'il faut essayer de faire un peu de rétention d'informations et ne pas trop alimenter les hypothèses qui pourraient alimenter le complotisme. Peu importe où est la vérité, il faut juste faire taire les complotistes, les mettre en échec et c'est pas ça qui s'est passé autour du labo. Hein. C'est pas ça qui s'est passé. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Parce qu'au départ, alors, si vous me permettez, c'est pas il y avait des probabilités assez équivalentes et ensuite il y a eu un renforcement du fait qu'il fallait creuser la piste du laboratoire qui était au début jugée comme théorie du complot par une personne qui s'est révélée être corrompue. Et donc, une fois qu'on a commencé à dire, bien, cette théorie du laboratoire mérite d'être creusée, on a des gens qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui nous expliquent qu'il ne faut pas parler de cette théorie parce qu'elle va alimenter le complotisme. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Des heures avec des académiques. Mais c'est le contraire qui s'est passé. C'est incroyable. Sur ce sujet, et j'ai été très choquée. Bon. Parce que tout le monde a soutenu l'hypothèse du marché, qui était soi-disant l'hypothèse la plus probable, ce qu'on nous avait affirmé au départ, mais sur de fausses bases, sur des bases relativement mensongères, puisqu'on a retenu et empêché des informations autour du labo de sortir, notamment le gouvernement chinois. Et donc, on nous explique que c'est cette théorie du marché qu'il faut absolument soutenir. Voilà un exemple. Est-ce que pardon, cet exemple-là, c'est pas sérieux, en fait. Excusez-moi, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est tout à fait factuel. Ce qui s'est passé autour du labo, c'est très simple, c'est que au début de la pandémie, immédiatement, vous avez des complotistes qui disent « c'est sorti d'un labo ». Ceci sans la moindre preuve, sans le moindre élément factuel, sans la moindre preuve. Aucune théorie n'est complotiste en soi. Les complots existent. Il y a des complots. Donc on n'est pas complotiste quand on reconnaît un complot. Permettez-moi, ça peut arriver qu'il y ait des complots, effectivement. Donc aucune théorie n'est complotiste en soi. Ce qui est complotiste, c'est d'envisager la théorie la plus improbable ou la plus rassurante ou la plus fantaisiste. Permettez-moi de finir. Je vais finir après, vous m'interromprez, d'accord ? D'abord, je finis. Après, vous m'interrompez. Ce qui est complotiste, c'est de se donner le scénario le plus improbable, le plus aventureux, en somme, comme une vérité révélée, en demandant ensuite aux autres de prouver le contraire. Ça, c'était complotiste. Que des mois après, parce que le gouvernement chinois fait de la rétention d'informations, c'est une dictature. Parce que le gouvernement chinois, parce que c'est parti de là aussi, que des mois après, on découvre qu'il y a peut-être une fuite dans un labo. Et si c'est un fait, si c'est documenté, il n'est pas complotiste à ce moment-là de le dire. Ce qui était complotiste, c'était de l'affirmer en amont du moindre fait, en amont de toute vérification. En soi, une théorie n'est pas complotiste. Une théorie n'est jamais disqualifiée comme telle parce qu'elle est complotiste. À vos collègues anticomplotistes. Mais pardon, mais ce n'est pas des collègues anticomplotistes. C'est juste que... la pathologie qui consiste à ne pas... La pathologie consiste à dire n'importe quoi. Non, la pathologie est de dire n'importe quoi. On voit qu'effectivement, le Covid, on va juste faire une courte pause avant, on voit effectivement que le Covid, même qu'on en essaye de comprendre pourquoi ça déchaîne les passions, ça les déchaîne. On fait cette courte pause et on se retrouve juste après, dans quelques instants.
Le point de retour, le Covid rend-il con et avec quelles conséquences politiques? En tout cas, il polarise. On vient de le voir pendant cette première partie d'émission avec nos invités autour de la table, Raphaël Enthoven, Mireille Zaki, Bertrand Kiffer et Jacques Pillet. On annonce aussi qu'on se retrouvera en toute fin d'émission, la chronique nécessaire, déconnante ou pas, d'Alexandre Kominek. Mais pour revenir dans le cœur de ce débat, on parlait de peur. Justement, pourquoi est-ce que ça saisit tant aux tripes, le Covid? Pourquoi est-ce que tout un chacun a son avis sur la question? Et pourquoi tout un chacun se met à douter aussi de choses dont on est a priori partie prenante? La confiance est la base de nos sociétés. Donc j'aimerais vous entendre, Jacques Pillet, sur cette question. Bon, la confiance, globalement, en Suisse, on observe une grande confiance envers le gouvernement. Et je ne pense pas qu'il y ait de ce côté-là un bouillonnement hostile au gouvernement. Mais on va voir, on va voter bientôt sur le référendum de Mais avant d'arriver à ce point, je dirais qu'il y a une partie de l'opinion qui est troublée parce qu'elle a l'impression qu'avec le vaccin, on lui brandit une sorte de totem de rassemblement, de fétiche salvateur, alors que, bien sûr, ce vaccin a des mérites, des avantages, il diminue la gravité en cas de maladie, parce qu'on peut quand même attraper le Covid lorsqu'on est vacciné, bref. Mais il y a beaucoup d'inconnus, et on en découvre sans cesse, notamment sur la durée de protection du vaccin. Et la communication officielle ne fait pratiquement aucune place à ces nuances, à ce doute, à ces interrogations. Et on peut agir, on peut décider de se faire vacciner, on peut décider aussi d'assumer de ne pas l'être, mais on doit faire place à l'interrogation, au débat, et un débat serein et ouvert. Et il n'a pas vraiment lieu. En tout cas, il a Les millions de gens qui sont morts de cette maladie ne sont pas du même avis que vous. Voilà, pardon. Les millions de gens qui meurent de cette maladie, les 20 millions de personnes qui sont mortes du Covid ne sont pas du même avis que vous. Oui. Eh bien, aujourd'hui, il y a, dans les pays où la vaccination a été massive et très large, il y a aussi de nouveau des hospitalisations. C'est ça votre objection? Par ailleurs, il y a... C'est très important. Mais oui, c'est quand même important. J'aimerais simplement dire que, encore une fois, personne, ou à peu près personne, ne nie la gravité de cette maladie et ne nie la douleur des personnes qui sont concernées. Cela ne doit pas, ça n'a pas grand effet, en tout cas. Ça ne doit pas nous empêcher d'éviter de tomber dans une sorte de croisade permanente, complètement unilatérale. Il faut ouvrir une discussion sur certains points. Et je prendrai l'exemple du pass sanitaire. Il y a des gens qui sont tout à fait en faveur du vaccin et vaccinés, mais qui ont une inquiétude par rapport à cette démarche du pass sanitaire, qui n'ont pas envie qu'on leur demande leur papier pour aller boire un pot au bistrot du coin ou au cinéma. Et c'est ce qui arrive, notamment en Suisse. Le pass sanitaire qui est envisagé, pas encore décidé, serait doublé de l'exigence de montrer sa carte d'identité. Est-ce que c'est anodin? Alors bien sûr, on peut le dire, finalement c'est rien, on sort son téléphone et puis on le montre et puis c'est absolument anodin. Mais si on réfléchit un tout petit peu à ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire dans la symbolique, c'est une chose qui peut tout de même générer un certain trouble chez des gens nullement anti-vax, nullement obscurantistes, mais qui simplement se posent des questions par rapport à la société de surveillance qui se développe notamment avec ces nouvelles technologies. Il y a un petit trouble devant l'usage de cet outil dans la société de surveillance. Vous ne pouvez pas nier cela. J'aimerais juste entendre, avant de vous laisser la parole, Bertrand Kiffer, Raphaël Enthoven, vous êtes le chantre de la liberté d'expression, de l'espace de parole garanti pour la discussion. Justement, qui la garantit aujourd'hui, cet espace? Mais la liberté d'expression est garantie, chacun s'exprime, personne n'est empêché de parler, les gens disent ce qu'ils veulent. Il se trouve qu'il y a des opinions qui me paraissent dangereuses, mais j'ai le droit de dire, la liberté d'expression implique que je puisse dire moi-même que telle opinion me paraît dangereuse, dans la mesure où je ne l'interdis pas. Dire que les antivax, tenir le discours d'un antivax quand une pandémie fait des millions de morts me paraît une opinion dangereuse, non pas interdite mais dangereuse.
Et puis s'opposer au pass sanitaire, vous parlez du pass sanitaire, s'opposer au pass sanitaire a quelque chose de marrant. Vous avez raison de vous indigner des sociétés de surveillance. J'ai passé ma vie, ça fait des années qu'on essaie de repérer les linéaments d'une société de surveillance. On observe qu'on est traqué, nudgé, algorithmé, facebooké toute la journée. On est constamment sous surveillance. Mais en revanche, la chose qui nous indigne, c'est le petit pass sanitaire anonyme qu'on présente en temps. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que... J'aimerais juste revenir sur la question de la peur. Si vous le dites, c'est que c'est sûrement vrai. J'aimerais juste revenir sur la question de la peur qui est extrêmement importante. Alors, il y a énormément de choses à dire sur cette peur. Mais c'est quand même extraordinaire de voir cette peur qui s'organise autour du vaccin sur la base de questionnements légitimes sur des petites nuances qu'il y a sur le pourcentage de gens que ça protège. On s'infecte, mais on s'infecte beaucoup moins, on transmet probablement moins de virus et tout. Mais par rapport à la maladie elle-même, je veux dire, non seulement les morts, les malades graves, les Covid longs, enfin, etc., mais c'est une peur qui est totalement à côté. Il y a une pathologie de la peur. Alors moi, je suis 100% d'accord, mais la pathologie de la peur, elle est autour du vaccin, qui est quand même un outil extraordinaire. Et de nier ça, enfin, il y a là une fixation de la peur là-dessus qui détourne complètement de l'extraordinaire chose qu'est le vaccin. Et moi, alors, je suis 100% d'accord pour dire que, alors la société de surveillance, les big data qui nous surveillent de partout, c'est vrai qu'il y a un côté ridicule à se focaliser là-dessus, sur cette question à propos du pass, mais je suis aussi d'accord que il y a toutes sortes de manipulations, il y a eu toutes sortes de scandales, de bidonnage de la part de l'industrie pharmaceutique, de la part de l'industrie alimentaire, de la part, par exemple, moi ça me fait... Quand je pense que la population suisse a accepté les pesticides, pesticides dont tous les effets dangereux, cancérigènes sont prouvés, eh bien, voilà, on vote, non, on ne va pas prendre de mesures là contre. Pour un vaccin où c'est extrêmement nuancé, mais les effets bénéfiques sont 100 fois plus grands que les problèmes liés au vaccin, Bertrand dans une Kiffer, pipe, il y a là un irrationnel extraordinaire. Mais l'irrationnel et l'incohérence, là, il est du côté aussi des autorités, parce que vous citiez justement la loi qui devait limiter les pesticides, dont les effets délétères sont reconnus. Cette loi, elle a été combattue par le gouvernement. Bien sûr. Elle a été combattue par le gouvernement. Mais la démagogie, ça existe partout. Ah ouais, c'est de la démagogie. C'est ce deux poids, deux mesures. Ces incohérences-là, le problème, c'est que c'est récupéré aussi par la partie adverse. Le gouvernement n'est pas forcément incohérent. Tout n'est pas incohérent dans une décision politique. Quand on combat des pesticides, ou quand on lutte pour des pesticides, ou quand on combat ceux qui les combattent, effectivement, on n'est pas cohérent en la circonstance en matière de vaccin. Juste un point, très rapidement. Le propre des démocraties, c'est qu'elles confondent bien volontiers l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. Nous avons tous des droits égaux, nous n'avons pas les mêmes compétences. Il suffit de vous entendre pour s'en apercevoir. Nous avons tous des droits égaux et... Or, nous avons tendance à tenir l'équivalence des compétences pour une égalitarisation des droits. Comme si le fait que nous ayons des droits égaux nous donnait des compétences comparables. Ça donne le fameux « je ne suis pas médecin, mais ». Au moment de l'hydroxychloroquine, c'était extraordinaire. Je ne suis pas médecin, mais j'ai pris de l'hydroxychloroquine et j'ai guéri. Alors, expliquez-moi. Et ceci, c'était le règne de l'incompétence. On a le défilé des clichés, là. Mais ce n'est pas des clichés, ce sont des choses vues des milliers, des millions de fois. Ça a joué un rôle immense. Il a affirmé qu'on n'est pas égaux dans le débat. Alors, je vous laisse répondre. Mais j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça, je dis que les compétences ne sont pas les mêmes. Non, parce que vous avez les mêmes compétences qu'un médecin. Le débat citoyen n'est pas un débat d'experts, c'est une grossière erreur. Donc ça veut dire que donc l'opinion d'un citoyen vaut autant que celle d'un médecin. Les scientifiques pourraient s'exprimer sur un sujet comme ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ridicule. Mais madame, je n'ai pas dit ça. Chacun peut s'exprimer. Je dis juste que toutes les opinions ne se valent pas. Toutes les opinions ne se valent pas. Dans un débat scientifique, vous ne mettez pas sur le même plan. On reviendrait au vote sans idée. Mais enfin, si demain matin quelqu'un vous dit que la Terre est plate, vous n'allez pas tenir son opinion pour également recevable à celle d'un astronome. Vous n'allez pas l'empêcher. Je voudrais pas. Mais personne n'empêche. Nous faisons un débat pour parler de la radicalisation. On en est l'exemple même. Je vous laisse finir, Mireille Zaki, et j'aimerais après qu'on puisse dire à qui profite cette peur politiquement. Ou est-ce que justement il y a un bénéfice réel probablement de cette ambiance Covid? Le gros cliché, alors tous les lignes collées sur Twitter à 25 000 fois par jour, c'est tout le monde est surveillé sur les réseaux sociaux et on vient devant le pass sanitaire et là on fait les chochottes parce qu'on n'aura pas envie d'être surveillé. Mais c'est une question de libre choix. Moi, je sais que Facebook me surveille, Google me surveille. J'ai fait le choix de continuer à l'utiliser. Alors que là, on parle d'une forme de contrainte qui va devenir de plus en plus importante. Et les gens
reculent ou protestent, certains, peut-être pas nous. Moi, j'ai jamais cru à un seul complot, puis j'ai jamais eu des doutes sur des vaccins. C'est pas ma ligne à moi. Mais je respecte que des gens, face à une contrainte où ils perdent leur libre choix de société démocratique, ils reculent, ou ils n'aient pas envie, ou ils rechignent, ou ils s'opposent, ou ils sont dissidents. Payer les impôts, c'est une contrainte. S'arrêter au feu rouge, c'est une contrainte. Ça, c'est le pacte social. Ben voilà. Se faire vacciner en période de pandémie, ça fait partie du pacte social. Ça n'était pas, et c'est en Suisse, on va voter dessus, figurez-vous. C'est pas de facto imposé. Ensuite, j'aimerais dire que par rapport au débat citoyen, tout le monde peut avoir des opinions et débattre. Ce n'est pas juste un débat d'experts. C'est une énorme erreur de croire, et on vient nous dire... Moi je débat sur la finance depuis 20 ans. Tous les citoyens ont leur avis. Avec des citoyens. Tout le monde est personne n'empêche les gens d'avoir leur avis. Et tout le monde peut voter sans comprendre les lois au niveau technique de ceux qui ont créé ces lois. C'est des gens qui ne sont pas des spécialistes qui votent parce que le peuple est souverain. Il ne faut jamais oublier ce principe. Non, mais c'est juste pour distinguer. On peut voter pour dire est-ce qu'on est d'accord ou pas d'instaurer un pass, mais si on vote sur est-ce qu'on pense que l'hydroxychloroquine est efficace ou pas, ce vote est stupide. Alors il n'y a jamais de vote là-dessus. Oui, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Mais à l'intérieur des scientifiques, il y avait des débats sur l'hydroxychloroquine. Mais c'est une autre affaire. Précisément, c'est vrai que notre société repose sur la confiance, et c'est pas neuf, c'était déjà avant le Covid. On voyait en France qu'il y avait 21% de Français qui croyaient à au moins 5 théories complotistes. Non, c'était plus que ça. 21%, mes chiffres Ipsos. Mais donc, ça veut dire que c'était antérieur au Covid. Mais justement, cette peur, cette division de la société, aujourd'hui, ça va profiter à qui? J'aimerais vous entendre, Raphaël Enthoven. La récupération politique que certains ont. Je ne comprends pas la question du à qui profite le crime. Moi. C'est la question du complotiste par excellence. Parce que à ce compte-là, si vous voulez, on peut, dans ces cas-là, c'est une question à laquelle on peut répondre de 1000 manières. On peut répondre, en fait, on peut mettre tout le monde derrière cette question. À qui profite le crime? On peut dire que ça profite aux complotistes qui font fortune là-dessus, comme des gens comme Divisio, qui vendent désormais n'importe quoi à des prix à l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire, qui avait facturé 1 264 € la prestation sans le dire aux gens qui venaient. On peut dire que le crime leur profite à eux, on peut dire que le crime profite naturellement aux autorités qui, du coup, y voient l'occasion d'affermir leur pouvoir. Je trouve que c'est une fausse question. Oui, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a une forte récupération politique. On va voir justement... C'est inévitable, c'est un phénomène mondial. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas récupéré? Cette image. À cette question, à qui profite On voit ce tweet de Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen. Oui, je vous laisse tout de suite. L'ancien bras droit de Marine Le Pen, qui est extrêmement actif parmi les manifs anti-vac. Il a dit exactement le contraire de ce qu'il dit là, il y a un an. Exactement, sur les masques et sur les vaccins. Cette récupération politique, elle existe, elle est tout à fait notoire. Vous êtes d'accord avec ça? Que des gens en mal de popularité, ils voient une occasion de se faire connaître. Alors, c'est pas que ça s'arrête là. C'est beaucoup plus institutionnel. Laisse juste finir Raphaël Enthoven et après je vous redonne la parole et ensuite dans l'histoire politique, en général, les crises ont favorisé l'augmentation de l'autoritarisme parce qu'ils ont permis, comme le terrorisme en France, regardez-le, il tourne les yeux, c'est des évidences. Les attentats en France ont permis de mettre en place des lois sécuritaires renforcées. Bien sûr. C'est les gouvernements qui les ont organisés. C'est des faits historiques. Ouh là là, mais vous tombez bien bas là. Vous aussi. Non, mais moi, je là, on essaie justement de sortir de cet esprit de radicalisation. Dans les cours d'histoire, on enseigne que les crises en général, on essaie justement de sortir de cet esprit un peu radicalisé. Non, il n'y a pas de radicalisation. Il n'y a que des généralités, il n'y a pas de radicalité, il n'y a que des généralités dans ce que vous dites. Alors, d'un côté, on peut avoir la société de surveillance qui va en profiter, on peut avoir des gens qui vendent des médicaments et des vaccins qui peuvent en profiter, et on peut aussi avoir les prophètes en tout genre, du complotisme, qui peuvent aussi en profiter. Jacques Tillet, je vous laisse la parole, je laisse juste, j'avais promis à Bertrand de le faire. Non, mais c'est vrai que c'est vis-à-vis des gouvernements, on exerce d'abord une vigilance en tant que mais c'est intéressant de voir que la citoyen. crise, c'est ce qui vient après le crime. Est-ce qu'il y a crime? Non, il n'y a pas de crime. Parce que ce virus, c'est une saloperie. Et ce virus, quand vous êtes médecin, c'est comme quand on annonce un cancer à quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui surgit du réel, qui surgit du biologique. C'est un virus extrêmement dangereux, c'est une saloperie. Oui, mais on aimerait savoir aussi sa provenance exacte. Voilà le crime. Ensuite, la crise. Il est médecin, mais il faut l'écouter quand même. La crise, c'est la société que ce virus met en crise. Non, bien sûr, c'est une question totalement médicale. C'est une pathologie qui arrive dans le monde. Ce virus, qui est une saloperie, qui émerge, qui est une surprise. Alors, bien sûr, après, on peut voir pourquoi il émerge. Il y a bien des causes dont on peut être plus ou moins responsable. Mais ça, mais si vous voulez, connaître les
il y a la même chose que lorsqu'on annonce une maladie grave à quelqu'un. D'abord, il ne s'agit pas de se dire est-ce qu'on va faire peur ou pas peur. On essaie d'être clair, transparent et de ne pas être paternaliste en disant c'est rien, vous en faites pas, tout. Il y a aussi ce devoir-là. La peur, elle vient forcément quand quelqu'un... on le voit en médecine aussi, lorsqu'on fait des dépistages de cancer et tout, on dit « Ah, mais vous créez de la peur et tout ». Non, la peur chez l'humain, c'est la peur de la finitude, c'est la peur de la mort, c'est la peur de la finitude, la peur de la mort qui arrive aussi dans une société totalement démunie par rapport à ces questions-là. Et alors, évidemment qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent, mais enfin, le crime, je suis désolé, c'est une chose qui est vraiment un aléa de nature. Jacques Pillet, Pillet, est-ce que vous arrivez à amener un petit peu de sérénité dans ce débat? J'aimerais d'abord dire que j'ai enfin un point d'accord avec vous. Cette question sur à qui profitent les crimes, ça ne nous mène nulle part et je pense qu'elle nous égare un peu. Je pense qu'il faut essayer de comprendre justement cet emballage des passions et analyser les poisons que ce débat suscite. Il y en a un, par exemple, que j'aimerais juste signaler au passage, c'est tout de même, ça révèle des pans de la personnalité un petit peu inquiétants, notamment la délation. Par exemple, la police de Zurich a constaté qu'elle est submergée d'appels de citoyens qui s'inquiètent de voir leurs voisins recevoir trop de monde ou quelqu'un ne pas porter le masque à la gare. Il y en a eu 4000 appels l'année passée, il y en a encore beaucoup plus cette année. Et puis alors on voit des choses intéressantes. On voit par exemple en Allemagne 2 villes, Essen et Francfort, qui ont organisé une plateforme Internet où il suffit de dénoncer directement les gens qui n'appliquent pas les mesures sanitaires. On peut même mettre une photo, si on réussit à faire une photo de ces délinquants, eh bien on peut mettre la photo. Mais en revanche, on peut envoyer ce message sans donner sa propre identité. Donc, on voit tout d'un coup des formes de délation tout à fait incroyables. Alors, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. D'ailleurs, quelle que soit notre conviction sur l'efficacité ou non du vaccin, ou les limites du vaccin, ou l'horreur du vaccin pour certains, essayer de voir les mécanismes que cela produit dans la société. Juste une chose. Oui. Vous dites que c'est un mécanisme que ça produit, mais la délation n'a pas attendu le Covid pour exister. On dénonce le voisin pour des raisons fiscales depuis des années, des siècles. On n'a pas attendu le virus. Non, pardonnez-moi. Ah bon, on n'a jamais dénoncé autant. La délation a beaucoup sévi en France à une certaine époque de son histoire. En Suisse, il faut reconnaître que la délation n'a jamais été un phénomène extraordinairement marquant. Mais c'est vrai que je comprends que venant de France... En France, je vous assure, c'est une autre tradition, monsieur. C'est une autre culture. Nous sommes un grand pays délateur, monsieur. Non, pas comme vous. En matière fiscale, il y avait de la délation, c'est tout. Sans du tout idéaliser la société suisse, c'est pas moi qui idéalise la société suisse. Je signale qu'il y a une petite différence historique. Je ne donne de bonne ou de mauvaise note à personne. Je dis simplement que cet sentiment d'urgence, de menace, cette pression déclenche des mécanismes pas toujours très glorieux. Mais je ferme la parenthèse de la délation. Ce qui me trouble, c'est que ce débat devient obsessionnel. C'est-à-dire que d'ailleurs, depuis ces derniers mois, ça a occupé toujours la une des journaux télévisés. Et puis, ça nous a amené à finalement ignorer d'autres problèmes ou minimiser d'autres problèmes qui continuent dans toutes sortes de domaines. Et puis, j'aimerais juste exprimer une sorte de sentiment personnel, mais c'est personnel. Je trouve que lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays et dans le monde, j'ai un sentiment un peu des fois d'indécence. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben oui. Que ce débat prenne cette importance-là par rapport à la contestation du vaccin. Mais quand on voit tous les pays qui manquent de vaccins, mais allez voir en Inde, allez voir la contestation et l'agitation fétiche Salvateur, les deux. Il y a quelque chose d'indécent. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est que ça nous enferme toujours les uns et les autres sur la perspective de notre petit bout de pays. On fait très peu de comparaisons internationales, en France d'ailleurs aussi assez peu, en Suisse très peu, et ce serait intéressant de voir aussi calmement
comment s'y prennent d'autres pays. Il y a des pays qui ont choisi d'autres voies, il y a des débats. Par exemple, il y a un débat sur le pass sanitaire, il y a un débat très intéressant en Espagne, parce qu'il y a des régions d'Espagne qui le veulent, d'autres qui ne le veulent pas. Il y a des juges constitutionnels qui se sont penchés sur cette question. Le débat n'est pas le même dans un État décentralisé et dans un État jacobin, oui, c'est normal. Il y a des pays qui ne sont centralisés aussi, comme le Danemark ou la Suède. Qui a mais le pass sanitaire au Danemark non, il est supprimé. Il est supprimé maintenant, oui, parce qu'il a été en application depuis le mois d'avril. Voilà. Et oui, ils l'ont supprimé maintenant, parce que depuis le mois d'avril, il était en application. C'est extraordinaire. On peut parler calmement encore 30 secondes. Parler 30 secondes calmement. Mais merci de me donner cet exemple danois, oui. Mais très bien. Très bien. Mais j'aimerais qu'on voit aussi ce qui s'est passé au-delà de l'Europe. Je suis frappé de voir avec quelle relative sérénité, sans nier le problème et la gravité du phénomène, avec quelle sérénité certains pays l'abordent. Quel pays Où ça Eh bien, par exemple, en Asie ou en Afrique. Et je vous dirais même, parce que pour vous citer un pays que je connais bien, avec qui je maintiens des relations étroites, c'est le Brésil, qui a été épouvantablement touché. Épouvantable. On est d'accord. C'est le pays le moins bien gouverné du monde. Je peux Alors, Merci. Eh bien, au Brésil, il y a tout un débat, une réflexion. D'abord, ils se sont demandé aussi pourquoi ils avaient été à ce point touchés. Alors, il y a toutes sortes c'est la gabegie totale du gouvernement, on est d'accord. Mais tout d'un coup, ils se sont rendus compte aussi que les conditions de vie d'une partie de la population favorisaient évidemment cette tragédie. Le manque d'eau, une très mauvaise alimentation, l'obésité, le diabète, etc. Le fait que le chef d'État dise lui-même qu'il se promène sans masque, voilà. dise lui-même qu'il s'en fout, ça a il y a une qualité... Excusez-moi, je termine là-dessus. Je trouve qu'il y a une qualité de débat, notamment dans les journaux brésiliens, que je ne retrouve pas dans nos pays plus favorisés d'un certain point de vue. C'est une petite, en tout cas, je peux vous le dire, pour suivre un peu, ce n'est pas des débats autour de est-ce que le vaccin est une bonne chose ou pas, ou les effets secondaires supposés. Pas du tout. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse justement savoir comment est-ce qu'on peut sortir de là. Parce que c'est vraiment une vraie question. Hein. On voit la teneur de ce débat et l'émotion qui est là, palpable. Hein. Donc comment est-ce qu'on sort aujourd'hui de là, Mireille Zaki ? D'abord, je pense qu'il faut comprendre que ce qu'on est en train de débattre là, ce n'est pas vraiment cette pandémie-là en particulier ou cette maladie. On a une division dans nos sociétés occidentales qui a commencé depuis déjà quelques années, qui est entre des gens qui sont un peu anti-système, qui ont perdu confiance dans les institutions, et des gens qui vont plutôt être pro-establishment et défendre les institutions. On a vu ça, cette division avec le Brexit, avec Trump et ses alliés, et on a vu ça aussi en France énormément, qui est une société qui va mal, et la Suisse un peu contaminée par tout ça, l'Allemagne aussi, etc. Et ça sera donc le mot de la fin. Et oui, on arrive déjà au terme de cette émission. Le Covid rend-il con ? On a essayé de l'être un peu moins ce soir. Enfin, on n'a pas encore entendu la chronique nécessaire d'Alexandre Kominec. On fera le bilan après. Bonsoir Laetitia, bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexandre. Très content d'être avec vous aujourd'hui là pour cette toute première émission de la saison. On commence en plus avec un thème sympa, hein, je trouve, Covid, complot, anti-vax. Je sens qu'on a envie de faire du clic sur Internet. On a envie que ça commente. Hein, il y a une bonne ambiance. En plus, je vois que tu as mis un petit décolleté. On a vraiment envie que ça commente. Je te suggère de dire que les Juifs contrôlent le monde si tu veux vraiment qu'on buzz. Le vaccin, les anti-vax, que dire ? Je vais commencer tout de suite par un petit conseil aux gens qui nous regardent à la télé. Si vous vous sentez seul dans la vie et que vous avez vraiment l'impression que personne ne s'intéresse à vous, je vous suggère de mettre en statut Facebook « Et vous pensez quoi du vaccin ?» Laissez mijoter ça quelques secondes, hein, et après dégustez. Ça chauffe, ça va plus vite qu'au micro-ondes, je vous le jure. J'ai fait le test, je me suis levé le lendemain matin, j'avais plus de notifications que le jour de mon anniversaire. Enfin bref, que les gens soient pro ou anti-vax, c'est leur choix. Moi, ce qui me déçoit juste, c'est pourquoi ne pas garder la même énergie de protestation pour d'autres sujets. Pourquoi on ne s'indigne pas, je ne sais pas, contre le prix des loyers à Genève. Ah ouais, c'est une bonne indignation. Parce que ça fait quand même des années qu'on se prend des PCR dans le HUC et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. D'ailleurs, tu connais cette bonne blague, Laetitia ? Non. C'est très genevois, ça va vous plaire. C'est l'histoire d'un 2 pièces à plein palais à 1800 balles par mois.
Le souci, en fait, aussi dans cette histoire pro et anti-vax, moi, je pense que pour le vaccin, c'est comme on nous a vendu le vaccin. Qui nous a dit de le faire? C'est pas des gens qui brillent. Voilà, je veux dire, nos conseillers fédéraux, ils sont sympas, mais c'est pas Yann Sommer, le gardien de l'équipe de Suisse. Je pense que si Yann Sommer dit « vaccinez-vous », 80% de la population va le faire. Justement, il a refusé de le faire, d'ailleurs. Ah ouais. Mais il aurait dû, t'aurais dû, Yann. 80%. Et je pense que 80%, il serait revenu, Yann, parce que pas tout le monde serait vacciné, donc il serait revenu, il aurait dit « vaccinez-vous tous, sinon j'arrête plus aucune balle contre la France ». Là, les Suisses, 8 doses, je vous le jure. Parce que M. Enthoven, en Suisse, il y a battre le Covid et battre les frouses. Les frouses. Ah, les frouses. Les frouses. Ce qui est drôle aussi avec toute cette histoire de pro et anti, c'est surtout le nombre d'experts qui surgit en ce moment. Incroyable. On est dans une ère d'experts. Moi, je vois, il y a Robert qui est expert en Covid parce qu'il a vu des vidéos sur Internet. Donc, la semaine prochaine, il sera expert sur l'Afghanistan. Ouais, parce que ça fait 2 semaines qu'il regarde des vidéos et du coup, il est expert. C'est génial, ça. On est expert en regardant des vidéos. Moi qui pensais que expert. Le Bitcoin, c'est pareil. Pareil, voilà. Moi, je pensais qu'en fait, pour être expert, que le mot expert venait du mot expérience et qu'il fallait faire des études avant de pouvoir donner son expertise. Mais non, en fait, tout le monde est expert. Ça va être top maintenant quand on aura des problèmes de santé. On ira voir des experts. Moi, j'ai hâte de voir quand les gens se feront opérer, je sais pas, genre du cœur avec un chirurgien qui regardera un tuto YouTube sur Internet. J'imagine les consultations. Ça va, tout va bien, docteur? Attendez, j'attends que la pub passe. Ignorez l'annonce. Enfin bref, moi, ça me fait marrer pour dire tout ce truc d'expert. Non, enfin, tout ce truc d'expert, parce que de voir autant de mecs qui, aujourd'hui, se prennent pour des experts parce qu'ils regardent des vidéos sur Internet, comment vous dire? T'es pas expert parce que tu regardes des vidéos sur Internet. Parce que tu as regardé plein de vidéos sur Internet. Plein. Les mecs, on en a regardé plein. Sur un sujet précis. Hein? On sait de quoi je parle. Et pourtant, dis-moi pourquoi, avec toutes les vidéos de Huck qu'on a regardées sur Internet, on ne sait toujours pas faire jouer une femme. Ah, bonne question. Ouais. Bonne soirée. Merci. Merci à vous tous et toutes autour de cette table. Raphaël Enthoven, Mireille Zaki, Bertrand Kiffer et Jacques Pilet. Le point, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.